Bienvenue sur Recovery Explorer DT1. Ce podcast prend la suite d'un premier enregistrement consacré à une alimentation réduite en glucides, autrement nommée low carb. Je vous invite donc à écouter la première partie si cela n'a pas encore été fait. Nous y avons vu qu'il existe effectivement des bienfaits à une diminution des glucides dans l'alimentation. Mais le low carb, consistant à fonctionner avec des apports énergétiques déficitaires, cette alimentation est alors assurément associée à la survenue de nouvelles problématiques sérieuses. Voyons voir maintenant comment le low carb peut impacter le poids des personnes, en bien et en moins bien. Moins d'insuline signifie moins de rétention d'eau et moins de dynamique de stockage. Moins de glucides signifie aussi moins de matière à stocker sous forme de triglycérides. On peut observer dans un premier temps une perte de poids, notamment due à une perte d'eau de plusieurs kilos et également parfois une perte de graisse les premiers temps. Malheureusement, les quantités d'insuline nécessaires en low carb bloquent encore l'accès aux réserves de graisse corporelle la majeure partie du temps. Il n'y a donc pas véritablement de perte de masse grasse possible à la longue. Et sous un stress hypocalorique qui se prolonge, le corps va même plutôt avoir tendance à stocker tout ce qu'il peut sous forme de graisse corporelle, à la moindre occasion et par précaution, au cas où la situation s'empirerait. En effet, les réserves de graisse peuvent sauver la vie lorsque la famine menace. Le corps humain fonctionne comme ça depuis la nuit des temps. C'est ce qui lui permettait par exemple de survivre aux longs hivers. Une partie de l'énergie ingérée, pourtant déjà trop faible, est redirigée et transformée en réserve de graisse. On se retrouve alors dans la situation paradoxale de grossir en s'affamant. Sans parler que la sous-alimentation et ses frustrations risquent de provoquer à l'occasion des crises de boulimie. C'est pour toutes ces raisons que les régimes hypocaloriques, hypoénergétiques, effectués dans le but de maigrir sont voués à l'échec. Le poids perdu dans un premier temps est le plus souvent repris et même dépassé dans un second temps. Alors bien sûr, tout le monde ne grossit pas en alimentation low carb. La forme et l'intensité que prennent la déconstruction des tissus corporels, la baisse du métabolisme de base et la prise ou perte de poids est propre à chacun en fonction de notre histoire et de notre environnement. Je vous décris ici simplement des processus possibles résultant d'une consommation de glucides réduite. Pour limiter les effets négatifs d'une alimentation low carb, il est judicieux d'augmenter ses apports en lipides et protéines. Ces macronutriments sont beaucoup plus riches en micronutriments essentiels que les glucides, tels que vitamines, minéraux et oligoéléments. La densité nutritionnelle s'en trouve améliorée par rapport à une alimentation classique, et protéines et lipides apportent une plus grande satiété. Un apport majoré en protéines animales peut atténuer un peu le phénomène de déconstruction des tissus. Attention à la qualité des lipides, car contrairement aux idées les plus répandues, les huiles de graines et les oléagineux ne sont pas de bonnes sources de graisse. En effet, leurs acides gras insaturés sont extrêmement instables et s'oxydent rapidement après leur récolte, et encore plus rapidement après pressage, les rendant alors toxiques. D'autre part, ces matières grasses sont très pauvres en vitamines essentielles d'une bonne qualité d'absorption. La question de la qualité des lipides fera l'objet d'un futur podcast, mais en attendant, je ne peux que vous conseiller de visionner le documentaire d'Arte, Cholestérol le Grand Bluff, disponible sur YouTube, lequel vous donnera quelques éléments de compréhension. Les lipides d'origine animale sont riches en micronutriments absolument essentiels pour l'être humain, notamment pour son système hormonal. Ces apports en lipides viendront par ailleurs ponctuellement en renfort sur certains moments de baisse énergétique plus marqués, par exemple la nuit. Notez que le corps ne peut pas si facilement switcher du métabolisme du sucre au métabolisme du gras. Il y a toujours une transition qui passe par un épisode de néoglucogénèse. Tout ceci n'est donc pas idéal. Augmenter les apports de protéines et de lipides ne règle donc pas totalement la question du déficit énergétique, mais ça en limite les effets néfastes. Voici quelques repères. Pour un adulte de taille moyenne et en activité physique modérée, il faut compter environ 3 ou 400 grammes de glucides par jour. En dessous des 300 grammes de glucides, on est en alimentation hypocalorique, en déficit. Bien sûr, ce nombre est très approximatif. Il varie en fonction de la morphologie et du degré d'activité physique. Prenons quand même ce repère. Pour passer en alimentation cétogène et bénéficier pleinement de l'apport énergétique des graisses, il faut impérativement être en dessous de 20 grammes environ de glucides quotidiens.
et dans ce cas, le carburant devient le gras. Au-dessus d'une vingtaine de grammes de glucides en moyenne par jour, le corps abandonne la cétogénèse et abandonne l'usage du gras comme carburant. Bien entendu, une vingtaine de grammes, c'est un repère et cela peut varier un petit peu d'une personne à l'autre. Retenons que le corps utilise le gras et passe en cétose uniquement dans le cas d'apport extrêmement bas en glucides. L'alimentation cétogène permet un apport énergétique optimum sur la base des lipides tout en réduisant au maximum la consommation de glucides et les problèmes que cette consommation pose. À ce sujet, je vous renvoie à nouveau vers les podcasts ayant pour thème le métabolisme du sucre. Entre 20 grammes et 300 grammes de glucides par jour, il existe une zone énergétique non viable en santé à moyen et long terme. C'est précisément celle qui correspond au low carb. De toute façon, je dois être honnête avec vous. Après un grand nombre de recherches et de documentation, il ne me semble pas possible de vivre toute une vie en bonne santé en basant son métabolisme sur les glucides comme source d'énergie. Que ce soit en alimentation classique, à 55% d'apport journalier alimentaire sous forme de glucides, ou que ce soit en low carb. Trop de complications sont associées à la consommation de glucides pour avoir une chance d'en être épargné toute sa vie. Et les complications n'attendent pas la fin de vie, loin de là. La plupart des enfants ont déjà des problématiques associées à cette consommation. Alors, quand est-ce que le low carb peut-il être tout de même intéressant ? Je dirais que le principal intérêt est justement pour les personnes atteintes de diabète de type 1 et le risque d'hypoglycémie. En effet, en low carb, le nombre d'unités d'insuline nécessaires à chaque repas est moindre, ce qui a pour conséquence de réduire les marges d'erreur. Les hypoglycémies sont d'autant moins marquées, ce qui est une bonne chose au vu du risque qu'elles représentent. Cependant, si l'on fait le choix du low carb pour cette raison, ce qui se respecte bien sûr, faisons-le en conscience. Cette remarque est bien entendu valable pour tous les choix que l'on fait dans la vie. Ainsi, il ne me semble pas souhaitable de faire le choix du low carb sur une durée prolongée, c'est-à-dire dépassant quelques semaines. Comme nous l'avons vu dans le podcast numéro 1 sur la réduction des glucides, un low carb qui se prolonge provoque une baisse de vitalité, c'est-à-dire un écroulement progressif du métabolisme de base, et il provoque aussi une destruction à bas bruit des tissus corporels. En réalité, si l'on veut optimiser la gestion de sa glycémie et se protéger efficacement des complications liées aux hyperglycémies, tout en optimisant au maximum son niveau de santé et d'énergie, je n'ai pas encore vu mieux que l'alimentation cétogène. Alors, le low carb peut justement être intéressant comme transition en douceur vers une alimentation cétogène sur quelques jours à quelques semaines, pas plus. Cela permet aux personnes qui consomment beaucoup de glucides de s'en déshabituer petit à petit. Les personnes atteintes de diabète de type 1 peuvent ainsi diminuer plus progressivement les quantités d'insuline exogène, notamment la lentus qui a besoin de progressivité dans les changements. Si vous souhaitez expérimenter le low carb, voici quelques conseils. Comme tout changement dans la vie, un changement alimentaire comporte une part d'effort, d'adaptation et donc de stress, même si dans ce cas il peut être assez limité. Dans tout changement, il y a toujours des habitudes à questionner, de nouvelles solutions à trouver et des ajustements à faire. Cela demande un minimum d'investissement personnel. Si possible donc, préférez un moment de votre vie favorable, un moment durant lequel vous pouvez effectuer ces changements de la façon la plus sereine possible. Cela peut être intéressant de répartir les macronutriments sur différents repas, de façon à faciliter le plus possible l'accès au gras comme carburant. Ainsi, on peut manger des glucides au déjeuner de midi et on peut prévoir de ne manger aucun glucide au dîner et au petit déjeuner, avec pour ces derniers des apports plus importants de protéines et lipides, à la façon de repas à caractère potentiellement cétogène. Cette option peut préparer la nuit pour favoriser un passage en cétose et prolonger cette dernière le matin. C'est-à-dire, pour simplifier beaucoup, brûler, entre guillemets, du gras. Cela ne supprime pas la néoglucogénèse, mais ça la limitera. Votre confort en énergie peut aussi s'en trouver amélioré. Quant au choix des aliments glucidiques, privilégiez autant que possible des aliments bruts non transformés, voire non empaquetés. De cette façon, cela limite tous les problèmes liés aux additifs et aux méthodes de conservation qui vident les aliments de leurs nutriments. Évitez à tout prix les boissons sucrées, y compris les jus de fruits. Les glucides dans les liquides sont mal comptabilisés par le corps, qui va plus facilement les stocker sous forme de graisse. Vous le savez sans doute déjà, mais pour y voir plus clair quant aux proportions de glucides contenus dans les aliments, vous pouvez vous servir d'applications. Il en existe de nombreuses sortes,
comme par exemple Chronometer. Je n'ai aucun lien avec cette application. Sa version gratuite sur ordinateur est très intéressante car elle rend compte également des quantités de très nombreux micronutriments pour chaque aliment. Cela peut être intéressant lorsque l'on cherche notamment à remonter le métabolisme de base et à développer sa masse maigre. La régulation des électrolytes change en fonction de la quantité d'insuline qui influe sur la rétention des reins. Avec moins d'insuline, celle-ci diminue. Les reins retrouvent un fonctionnement plus normal et laissent partir plus de minéraux. Il faut donc en consommer plus. L'augmentation de la densité nutritionnelle à travers l'alimentation peut compenser cela en partie. Si l'on ressent des symptômes de crampes, de maux de tête ou de vertige, il faudra tout de même penser à augmenter intentionnellement ses apports de sodium et de magnésium. Bien sûr, aucun de mes propos ne consiste en recommandations personnalisées. Prenez toujours l'avis de votre médecin avant d'initier tout changement. Par exemple, les personnes atteintes de diabète de type 1 sont souvent traitées avec des médicaments pour faire baisser la tension artérielle. Sachez que ces traitements devront peut-être être ajustés en alimentation low carb par votre médecin, car la diminution des quantités d'insuline provoque une baisse de la tension. Une baisse toutefois beaucoup plus restreinte qu'en alimentation cétogène qui permet de retrouver une tension vraiment saine. Cet effet est le bienvenu car une tension trop élevée est dangereuse. Cependant, la prise de médicaments hypotenseurs, en plus de l'effet hypotenseur d'une baisse de l'insuline, peut être problématique. Alors surtout, prenez soin de vous. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite un bon voyage sur Recovery Explorer DT1, si le cœur vous en dit.